Saturne, c'est un corps qui a été exploré initialement par le programme Pionnier, dont on a entendu parler par Stéphanie tout à l'heure, et qui a surtout été beaucoup investigué par la sonde Cassini. Cassini, c'est une sonde qui a duré de 2004 à 2007, qui a exploré Saturne, les satellites de Saturne et tout l'environnement. Et ici, ce sont des photos qui ont été prises par Cassini, donc des vues assez exceptionnelles pour des photos. La première, celle de gauche, on est à contre-jour, donc le soleil se repousse derrière. On voit Saturne. C'est une image composite qui est composée de 120 et quelques photos. Et là, sur cette image, ce qu'on voit en diamètre, c'est à peu près 650 000 km. Donc, on est quand même sur des grandes distances. On voit Saturne, on voit ses anneaux. Je vais quand même essayer avec la souris. Je ne sais pas si en ligne, vous pouvez voir la souris. Et en tout cas, dans la salle, on la voit. Et donc, cet anneau-là qu'on voit à l'extérieur, il est particulièrement... je pense que je vais abandonner la souris assez vite. Particulièrement intéressant, il s'appelle l'anneau E. Il est formé par des éjections d'eau d'un satellite qui est exactement sur cette orbite. C'est un satellite qui s'appelle Encelade et qui a une composition particulière qui nous intéresse beaucoup pour la recherche de molécules organiques et de traces de vie, mais dont on ne va pas du tout parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va aller sur Titan. Mais cet anneau E, donc, est formé par un satellite. La vue de droite, c'est une vue qu'on ne peut avoir que par des sondes, parce qu'on ne peut pas avoir cette vue depuis la Terre. Et donc, c'est le pôle nord de Saturne qui est observé par Cassini. Et donc, Saturne a à peu près 82 lunes, à peu près, parce que c'est des chiffres qui augmentent constamment. Donc, sur les grosses lunes, on est à peu près clair. Sur les petites, on va en découvrir régulièrement. Et la plus grosse de ces lunes, c'est Titan. Donc, Titan, le satellite qui se prenait pour une planète finalement, parce que quand on regarde sur l'image du bas, Titan, elle est même plus grosse qu'une planète de notre système solaire. Elle est plus grosse que Mercure. Elle est bien plus grosse que la Lune, donc on vient d'entendre parler beaucoup. Et donc c'est un satellite qui a un jour, donc ce qu'on appelle le T-Sol, c'est un jour de Titan qui dure 16 jours terrestres, qui a une année qui est l'année de Saturne, donc la révolution autour du Soleil d'une 30aine d'années, une gravité de 1/7 de celle de la Terre, une pression à la surface de 1,5 fois la pression terrestre. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. On a une atmosphère sur Titan. C'est un des seuls corps du système solaire qui a une atmosphère et qui a une atmosphère qui est extrêmement dense. La température de surface de Titan, c'est 94 Kelvin, c'est à peu près moins 180 degrés, assez homogène au fur et à mesure des saisons. On a 4 saisons sur Titan qui durent 7 ans chacune. Et donc, température assez constante au fur et à mesure des saisons et au fur et à mesure des cycles journaliers. Étant donné qu'on est très loin du Soleil, on a à peu près 1% de la lumière du Soleil par rapport à celle qu'on a sur Terre qui arrive sur Titan. En plus de ça, on a une atmosphère qui est extrêmement dense. Et donc, par rapport, on a 10% de la lumière qui arrive en haut de l'atmosphère de Titan qui va arriver jusqu'au sol. 10% de ce qui arrive, 10% de 1% finalement. Donc, il y a très peu de lumière au sol. C'est un petit peu, si on était sur Titan, c'est un petit peu comme si on était en clair de lune sur Terre constamment au moment du jour. Et Titan, c'est le corps le plus lointain du système solaire, le corps le plus lointain tout court, sur lequel un engin terrestre, un engin humain s'est déjà posé. C'était la sonde de Huygens qui s'est détachée de Cassini-Huygens, de la mission Cassini-Huygens, et qui s'est posée à la surface de Titan en 2005. Donc, cette atmosphère, c'est ça qui va nous intéresser pour la formation des molécules organiques. Puisque c'est une atmosphère qui est très dense, elle est composée d'azote, de diazote à 95% et de méthane, donc CH4. L'interaction avec les photons solaires va nous dissocier les molécules d'azote et interagir et créer des réactions entre l'azote et le CH4. Donc finalement, on va avoir des molécules qui vont se former avec l'énergie apportée par le rayonnement solaire, qui va être composée d'azote, de carbone et d'hydrogène. Ce sont des atomes qui vont nous intéresser particulièrement dans la formation de molécules qu'on appelle des prébiotiques, donc qui vont pouvoir éventuellement, avec complexification, pouvoir aboutir à des molécules qui vont pouvoir être utilisées par des formes de vie pour se développer. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie. D'ailleurs, je veux préciser qu'on n'a jamais trouvé de vie ailleurs que sur Terre dans le système solaire. On l'a très peu cherché, finalement. On recherche d'autres indices en amont avant d'aller rechercher des traces de vie, mais on ne connaît pas d'autres formes de vie que de la vie sur Terre.
Donc, c'est vrai qu'on parle de planète B, tout ça, pour l'instant, restons sur Terre. En tout cas, pour la vie. Donc cette photochimie dans l'atmosphère de Titan, elle s'initie en haute atmosphère. Et au fur et à mesure de la sédimentation des molécules, on va avoir une complexification de ces molécules dans l'atmosphère, va sédimenter jusqu'en surface, se complexifier au fur et à mesure et se poser en surface sous forme d'aérosols organiques qui vont être plus ou moins complexes. Et la grande question, c'est à quel niveau de complexité ces molécules ont pu atteindre à la surface. Et donc c'est ça qu'on veut vraiment aller essayer de comprendre pour savoir, dans des conditions qui comportent un petit peu toutes les bonnes conditions comme on a eu sur Terre pour la formation de la vie, sur une autre planète, comment ça a pu se dérouler et jusqu'à quel niveau de complexité on peut avoir de la chimie, voire de la biologie. Un autre trait important de Titan, c'est qu'il a des composants liquides. Donc, il a un océan sous une croûte de glace. C'est une croûte de glace plusieurs kilomètres d'épaisseur, très peu contraint cette distance, on ne sait pas exactement combien il fait. Et sous cette croûte de glace, on a un océan, ou on aurait, en tout cas, c'est une hypothèse qui est quand même assez vérifiée, un océan global composé d'eau et d'ammoniac qui est caché par la croûte de glace. En plus de ça, il y a un autre élément liquide qui se trouve cette fois en surface de Titan, c'est qu'on a des lacs, mais des lacs de centaines de kilomètres de diamètre, de méthane et d'éthane liquide, donc d'hydrocarbures liquides qui vont se retrouver. Et donc, on a un cycle du méthane, à l'instar du cycle de l'eau qu'on a sur Terre, avec des lacs, des évaporations, des pluies, des rivières. Et on a toutes ces traces à la surface de Titan d'érosion fluviale faite par du méthane, des hydrocarbures. Et donc, l'intérêt de la présence à la fois de liquide, eau et hydrocarbures, et de molécules organiques, c'est qu'un mélange entre l'eau et les molécules organiques, les liquides et les molécules organiques, ça peut favoriser l'apparition de molécules encore plus complexes qui peuvent aboutir à la formation de la vie. Et donc cette atmosphère et ces molécules qui se trouvent, on les connaît très mal finalement, et on va les étudier en laboratoire pour avoir un petit peu plus d'idées de à quoi elles peuvent ressembler. Donc on se retrouve à gauche dans mon laboratoire, celui-ci, cette partie en particulier. C'est une expérience qui s'appelle PAMP, qui va simuler l'atmosphère de Titan. Donc on prend de l'azote, on va varier la composition de méthane de 0 à 10%, et puis on va appliquer un plasma et puis créer des molécules, donc des analogues d'aérosols de Titan dans des conditions qui ressemblent à celles de l'atmosphère de Titan. On va créer des molécules, vous voyez déjà la couleur, elle correspond assez bien, des molécules submicromiques qu'on appelle des tollins, qui sont des représentations en laboratoire de ce qui est le plus proche de ce qu'on peut comprendre de ce qui se trouve dans l'atmosphère de Titan. Après, on va donc étudier les molécules qui se trouvent dans ces tollins à l'échelle moléculaire. Et il y a une technique qui est assez impressionnante, c'est l'AFM, c'est la microscopie à force atomique, finalement, qui va pouvoir, je ne sais pas si on voit très bien, je vais mettre sur l'écran, qui va avoir une visualisation directe des molécules. Donc, vous voyez ça, en gros, ce sont des photos de molécules. Donc, vous imaginez la précision. Et à partir de ces photos moléculaires, on va recréer les molécules. Par exemple, ici, on a un cycle aromatique, etc. Et donc, avec cette technique, on va pouvoir comprendre les molécules qui se trouvent à l'intérieur des tollins. Et donc, ces molécules pourraient représenter ce qui se trouve dans l'atmosphère de Titan. Ouais, les femmes, c'est assez impressionnant. Et donc ça, c'est la meilleure représentation qu'on ait. Mais maintenant, on va vouloir savoir si ce qu'on voit en laboratoire, ça se trouve sur Titan. Et donc, il y a plusieurs missions qui ont été déjà proposées sur Titan. Bon, il y a du son, je fais mais ça, c'est des missions qui ont été proposées avec, par exemple, des hélicoptères, des Zeppelin, des montgolfières. Vous voyez toutes les années dans lesquelles ces missions ont été proposées. La vidéo qui se trouve en dessous, c'est un sous-marin qui a été proposé pour aller sur les lacs hydrocarbures et plonger dans les lacs hydrocarbures de Titan. Et donc, puisque c'est la NASA, gros budget, comme et ça, on va se dire, ils font des vidéos de pub pour ces missions. Donc, aucune de ces missions n'a été sélectionnée. Certaines sont allées assez loin dans le développement. Il y a eu des prototypes qui ont été faits, mais aucune n'a été sélectionnée pour voler sur Titan. Je vais passer, mais voilà, ce qu'on est capable de faire quand on a le budget comme ça. Oui, je sais pas où c'était. On a le son général. Ah oui, le son général. Non, de toute façon,
Il y a d'autres vidéos, je couperai peut-être le son. Ouais. Oui, ici, il n'y a pas besoin. De toute façon, c'est que pour cette vidéo, donc ça ne sert à rien de changer pour cette vidéo. Et donc, si on connaît plus de Titan, je vous disais, c'est par rapport à la mission Cassini-Huygens, qui et grâce à elle, Titan, finalement, s'est passé un petit peu du statut d'un monde complètement inconnu à un paysage familier qui ressemble à la fois géographiquement et à la fois en composition à ce qui est la Terre, et encore plus finalement à ce qui était la Terre primitive. On va pas rentrer dans ce détail, mais Cassini, ce qu'elle a pu faire, c'est cartographier Titan. Donc dans l'infrarouge, parce qu'il y a une atmosphère qui est complètement obscure au visible, donc on voit qu'une boule orangée dans le visible, mais en infrarouge, on voit la surface. Et ce qu'on voit sur la surface, c'est qu'on a des zones qui sont très très différentes sur des espaces qui sont distants de quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres seulement. Donc c'est intéressant parce qu'on se dit, en allant à un endroit, on bouge de 10, 20, 30 kilomètres, on se retrouve sur des surfaces qui sont très très différentes et donc sur des environnements qui sont différents. Là, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est la seule photo qu'on ait de la surface de Titan, prise par la sonde de Huygens, qui a atterri en 2005, qui s'est détachée de Cassini, qui allait rentrer dans l'atmosphère de Titan, qui s'est posée, qui a duré quelques minutes à la surface, et qui a pris des photos. La science était dans l'atmosphère pendant la descente. C'est 2h30 de descente dans l'atmosphère, où il y a eu des sniffings de l'atmosphère pour faire des analyses. Et donc, et la sonde Huygens, qui s'est détachée de Cassini, c'est une mission américaine, la sonde Huygens, c'est européenne. Et donc, pour l'instant, l'objet le plus lointain qui s'est posé sur une autre planète, sur la planète la plus lointaine, c'est l'Europe qui l'a posé. Ça peut ressembler à un paysage terrestre, finalement, c'est des photos, mais les cailloux qu'on voit, finalement, ce ne sont pas des cailloux, ce sont des blocs de glace. Et ce qu'on a l'impression d'être un petit peu du sable, c'est du sable organique. Donc c'est de la matière organique qui s'est condensée depuis l'atmosphère, qui s'est formée dans l'atmosphère et qui s'est déposée en surface. Et donc, puisqu'on a des zones qui sont différentes, qui sont séparées de quelques kilomètres seulement, et qu'on veut vraiment mieux comprendre, on sait maintenant quelles questions poser. On connaît très peu la surface de Titan, mais on connaît bien Titan dans son ensemble, bien le système de Saturne grâce à Cassini, mais la surface de Titan et la composition moléculaire de la surface, on la connaît relativement mal, et c'est pour ça qu'on a lancé une mission qui s'appelle Dragonfly, pour caractériser la surface, la basse atmosphère, et comprendre jusqu'où la synthèse organique a pu progresser dans des environnements qui comportent les conditions clés pour l'apparition de la vie. Et donc, Dragonfly ne veut pas se lancer. Bon, c'est pas grave, on verra d'autres. Petit triangle. D'autres vidéos de triangle, ça marche pas. Non, c'est pas grave. Ah non, mais attends, c'est à la fin. Non, c'est le début. Bon, on voit Dragonfly qui se détache, donc c'est le drone qui est encapsulé dans son bouclier thermique, donc le dessous du bouclier thermique est parti, et le drone va tomber directement dans l'atmosphère et activer ses hélices au fur et à mesure de sa descente, puisqu'on est dans une atmosphère qui est très très dense finalement. Et donc il va aller explorer, aller se poser à la surface, explorer la surface. On va parler un petit peu plus de Dragonfly maintenant. Donc Dragonfly, c'est un rotorcraft, un double quadcopter qui a 2 fois 4 hélices, qu'on appelle dans le milieu des drones un X8. Et donc c'est un drone qui va utiliser Titan pour pouvoir à la fois pour pouvoir se déplacer. Et le mode de déplacement favori sur Titan, c'est le vol. Puisqu'on a une atmosphère qui est 4 fois plus dense que celle de la Terre, c'est beaucoup plus facile de réduire. En fait, on va pouvoir réduire l'air requise pour générer une portance donnée. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir des ailes immenses comme sur Mars. Je ne sais pas si Athéna en a parlé, mais sur Mars, le petit hélicoptère Ingenuity, il avait des ailes qui étaient vraiment immenses pour une charge utile de 1 kg, parce qu'il y a très peu d'atmosphère. Sur Titan, c'est le contraire. On a une atmosphère qui est très très dense. Donc, on voit notre PI, donc notre principale investigatrice de toute la mission Dragonfly, c'est une femme, c'est Elizabeth Turtle, qui travaille à APL, c'est le Applied Physics Lab dans le Maryland.
Et donc, vous voyez la taille de l'hélice. Donc, c'est quand même considérable, mais c'est relativement petit pour un drone qui fait 800 kg. On n'est pas sur un petit drone DJI avec une GoPro. On est un drone de 800 kg et avec une taille de 2,5 mètres d'envergure. Donc, là, vous voyez en bas avec la structure de Dragonfly à taille réelle. Donc, on voit bien quand même que c'est pas négligeable comme taille. Et donc, l'autre caractéristique de Titan qui va permettre de voler facilement, c'est la gravité, qui est 1/7 de celle de la Terre. Et donc, pour s'extraire du sol, il y a besoin d'une portance qui sera moins grande. Et donc, c'est facile finalement de voler sur Titan. C'est tellement facile que si on se met des ailes, qu'on s'accroche des ailes en tant qu'humain sur Titan, on aura un petit peu froid, mais en battant des ailes, on pourrait s'extraire du sol et on pourrait voler. Comme c'est un petit peu une densité qui est intermédiaire entre l'air sur Terre et l'eau. C'est facile de nager dans l'eau. Il faut imaginer une sorte de densité intermédiaire entre l'eau et l'air, et c'est l'atmosphère de Titan. Et donc, pour se comparer à la taille des rovers martiens, on est bien, c'est pareil. Et bon, on est de la taille de Curiosity et Perseverance. Donc, c'est vraiment le même type donc là, c'est une vraie image qui se trouve sur Perseverance, et puis on a rajouté Dragonfly dessus. Donc ça, c'est la succession des rovers américains qui sont basés sur Mars. Et donc là, cette plaque qui se trouve sur Perseverance. Et donc, on est vraiment de la taille de ces rovers, presque 1 tonne, et puis 2,5 mètres d'envergure, vraiment une grosse voiture. Mais sur Mars, une fois qu'on a atterri, en fait, c'est la difficulté. Je sais pas si on fait des questions au fur et à mesure pour vous leviez la main. Oui, bah, allez, moi je suis très pour les questions au fur et à mesure. Hein. Allez-y. Du coup, la communication avec il y aura. Merci. Du coup, vous avez le rover. Ici, il y aura un angle. Non. Du coup, la communication avec la Terre. C'est j'en parle juste après. La communication avec la Terre, elle est direct to Earth. Donc c'est une communication où on a une antenne, une high-gain antenna, qui se va trouver. Donc là, on la va replier sur le drone ici, et elle va se déplier. Elle va communiquer directement avec la Terre. On n'a pas d'orbiteur polaire, ce qui va nous limiter sur la latitude sur laquelle on va pouvoir atterrir. Et donc, ce que je disais, c'est que sur Mars, la difficulté, je regarde l'heure parce qu'en fait, je vous parle beaucoup en général. Ce qui est difficile, c'est l'atterrissage sur Mars. Une fois qu'on est sur Mars, bah voilà, on se déplace. Sur Titan, là, l'atterrissage finalement, c'est assez facile parce que relativement, l'atmosphère elle est dense. Mais par contre, après, il faut se déplacer de zone en zone pour faire les expériences. Et donc, ça, c'est compliqué. Et il y a beaucoup, vu que c'est pilotage partie, on va parler un petit peu vol. Et donc, il y a cette vidéo que je vais pas passer en entier parce qu'elle est un peu longue. Mais par contre, je vais vous montrer un petit peu et puis vous pourrez... elle est disponible sur YouTube. Et donc, ce sont des tests de vol qui ont été faits, avoués en mai 2022 par l'équipe qui s'occupe du vol de Dragonfly, justement. Ils sont allés dans des dunes, alors vous verrez pourquoi les dunes, et ils sont allés tester le système de navigation autonome. Donc c'est un drone qui a une échelle 1,5 ici. Normalement, on est sur Terre, on n'a pas les mêmes gravités, etc. Mais le but, c'est de tester les algorithmes de navigation. C'est de la navigation par traitement d'image. Donc, c'est uniquement visuel, uniquement photo. Il n'y a pas de lidar, il n'y a pas de GPS. Et donc, ce test a montré un décollage autonome, navigation autonome, atterrissage autonome du drone. Avec, bien entendu, toutes les restrictions liées à la FAA, donc la Federal Aviation Administration, donc des États-Unis. Donc il fallait qu'il soit toujours en vue, qu'il y ait un pilote, secours, la masse est limitée, etc. Et donc, ils avaient envoyé un drone pour filmer le drone. Donc en fait, là, il y a 2 drones qui volent en réalité parce qu'on va avoir des fois des vues de dessus. Donc c'est des tests de navigation qui sont faits avec forcément, c'est la NASA, ils ont fait un joli petit film qui vient sur YouTube sur ces tests. Mais c'est quand même assez impressionnant. Voilà, c'est réel, c'est en cours. C'est les tests de navigation et là, succès sur les algorithmes de navigation autonome. Donc, en visuel.
Et au niveau de l'atterrissage, justement, donc là, on a une image de tout Titan en infrarouge. C'est la même image qui se trouve là-haut en plus petite, avec les contraintes de la zone d'atterrissage. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, les contraintes qu'on a nous obligent à atterrir dans cette zone claire ici. Et si vous voyez bien ici, donc il y a un petit cratère qui se trouve dans cette zone d'atterrissage potentiel. Ah mince, pardon, parce que c'est vrai que la souris. Ah là oui. Je l'ai montré sur moi. Donc ici, vous voyez un petit cratère, merci. Un petit cratère, qui est en fait le cratère qui se trouve ici. Vous voyez. Et donc, notre zone d'atterrissage, elle se trouve à cet endroit-là. Donc, vous voyez le cratère en zoom. Et la zone d'atterrissage, c'est une ellipse d'atterrissage qui fait 150 km sur 72. Grande incertitude sur l'axe est-ouest que sur l'axe nord-sud. Et cette zone a été choisie pour plusieurs raisons. Donc déjà pour des raisons techniques, pour la fiabilité et la sécurité de l'atterrissage. Pour les raisons techniques qui ont été définies ici, mais également pour des raisons scientifiques. Donc, on va atterrir ici dans une zone qui s'appelle Shangri-La, qui est une zone de dunes équatoriale, à 10 degrés sud, quasiment à l'équateur sur Titan. Et ces dunes, ce sont un aboutissement des processus organiques à la surface de Titan. Donc, scientifiquement, c'est intéressant. En plus, ces dunes, elles sont séparées d'interdunes complètement plates qui font plusieurs kilomètres. Donc, les dunes, elles font elles-mêmes des centaines de kilomètres de long. Et elles vont être séparées d'interdunes de plusieurs kilomètres de large avant la dune suivante. Et ces interdunes sont plates et vont pouvoir permettre un atterrissage autonome initial. Le premier atterrissage est complètement autonome, qui est sûr pour les premiers algorithmes. Ouais. C'est un cratère de météorite? Alors, c'est un cratère d'impact, oui, tout à fait. Et c'est la deuxième raison pour laquelle on a choisi ce site d'atterrissage, c'est qu'on est proche du cratère Sepp. Donc, ce cratère d'impact qu'on voit ici, 80 km de diamètre. Et un cratère d'impact, ça veut dire apport d'énergie. Apport d'énergie sur une croûte de glace, ça veut dire qu'on fait fondre la glace et qu'on a de l'eau liquide. Et que cette eau liquide, dans les conditions, en tout cas pas en surface, mais en sous-surface, elle peut persister pendant des milliers, des dizaines de milliers, voire dans certains modèles, des centaines de milliers d'années. Et qui dit eau liquide plus molécules organiques, dit réaction complexe et dit complexification de molécules. Donc scientifiquement, ce cratère d'impact, il va nous intéresser énormément et il est à distance de vol de la zone d'atterrissage. Étant donné que nos vols seront d'une dizaine de kilomètres entre chaque site, avec donc ça sera 20-30 minutes pour faire la dizaine de kilomètres entre chaque site. Donc on se déplace beaucoup plus vite que tout ce qu'il y a sur Mars, puisqu'on vole. Et on aura accès à des terrains qui vont être complètement différents à quelques dizaines de kilomètres. Donc c'était l'intérêt d'aller justement explorer Titan. On savait avec Cassini qu'il y avait des zones qui étaient très très différentes à quelques kilomètres de distance les unes des autres. Et ces dunes et ces interdunes, elles sont assez, on a des équivalents sur Terre, en tout cas pas au niveau composition bien sûr, mais au niveau géographique de la dune et distribution des dunes par rapport aux dunes terrestres, notamment celles qui se trouvent en Namibie. Ouais, oui. Sur le Dragonfly lui-même, quelle est sa propulsion électrique? J'en parle juste après. D'accord. Et autre chose, c'est effectivement, c'est essentiellement des hydrocarbures, c'est ça, dans l'atmosphère. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de corrosion éventuellement, je ne sais pas, de la mécanique? Alors, l'atmosphère, c'est essentiellement de l'azote, du diazote. Ça, c'est neutre. Il y a un certain pourcentage d'hydrocarbures, d'éthane et de méthane. Et des tests ont été faits justement sur les problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau des rotors. Et donc, il y a un papier de notre collègue Ralph Lorenz qui travaille justement sur la propulsion. Et donc, qui a montré qu'il n'y avait pas de problème lié à l'atmosphère et au froid également. On pourrait penser à de la condensation à l'intérieur des rotors. Et donc, il n'y a pas de problème dans les conditions de Dragonfly. Et la propulsion, donc l'énergie, elle est nucléaire, on verra ça juste après.
Et la stratégie d'exploration, c'est ce qu'on appelle du leapfrog, c'est-à-dire qu'on aura toujours un coup d'avance quand on va aller explorer. À part le premier atterrissage qui est complètement autonome, c'est pour ça qu'on l'a choisi, on va complètement très sûr, c'est plat. En plus, on atterrit 30 ans après, on atterrira en 2034, ce qui est 30 ans après l'atterrissage de Huygens. Et 30 ans, c'est une année de Titan. C'est-à-dire qu'on va atterrir à peu près à la même latitude que Huygens, et à la même saison. Donc on sait qu'il n'y aura pas de pluie, on sait que les vents seront très faibles, on connaît exactement la météo locale, approximative bien entendu, grâce à l'atterrissage de Huygens 30 ans plus tôt, donc un an exactement plus tôt à la même latitude. Un an de Titan. Et donc le premier atterrissage est autonome, mais les suivants, on aura toujours en fait un repérage de site sans atterrissage, et pour revenir à un point qui aura été caractérisé au coup précédent. Donc en fait, on va toujours, avant d'atterrir à la zone N+1, on va aller explorer une zone N+2 pour revenir à la zone N+1, qui était la zone N+2 du coup d'avant. Donc on n'atterrit pas au hasard, ce qui fait qu'on pourra vraiment atterrir dans des endroits qui sont de plus en plus escarpés, sans risque, parce qu'on aura étudié la zone pour atterrir exactement là où on veut. Et notre altitude de croisière, c'est à peu près 500 mètres. On va monter jusqu'à presque 1 km. Et donc, il n'y a pas trop de régulation là, au niveau de Titan. Il n'y a pas trop de risque de croiser un autre hélicoptère. Donc, on a une propulsion qui sera nucléaire. Ça, c'est la Dragonfly qui est complètement remodelée très récemment, et donc il y a quelques semaines, la nouvelle composition a été publique. En fait, on a dû changer le matériau de tout Dragonfly parce qu'il fallait gagner de la masse. Et donc pour gagner de la masse également, on a un forum qui se trouvait avant sur les patins d'atterrissage, qui se trouve maintenant sur le corps du rover. Il n'y en a plus qu'un alors qu'il y en avait deux. Donc il y a eu quelques changements pour gagner de la masse, pour pouvoir voler plus facilement. Le réacteur nucléaire, il se trouve à l'arrière, ici, et va recharger une pile qui est à l'intérieur de Dragonfly qui va alimenter les différents instruments. Et ce réacteur nucléaire, ce qu'il faut savoir, c'est que le rendement est très mauvais dans un réacteur nucléaire. Il va créer plus de chaleur qu'il va nous fournir d'énergie. Sauf que là, on est sur Titan, on est à moins 180 degrés. Les cartes électroniques à moins 180 degrés ne fonctionnent pas. Donc, il faut les réchauffer. Il nous faut un cocon chaud à l'intérieur. Et donc, on utilise les pertes de chaleur du générateur nucléaire pour réchauffer tout l'intérieur de notre drone. Et on se retrouvera dans un drone qui sera à l'intérieur entre moins 20 et plus 40 degrés. Alors qu'à l'extérieur, il fait moins 180 degrés. Donc, il y a un gros gradient thermique entre l'intérieur et l'extérieur. Et la communication, direct to Earth. Donc, il n'y a pas d'orbiteur volet, comme on disait. On se retrouve hop. On voit l'antenne, elle est repliée. En mode vol, elle sera repliée. En mode sol, elle sera dépliée pour communiquer avec la Terre. Et donc, combien de temps toute la nuit? Non. D'accord, super. Merci. Donc, chronologie de Dragonfly, parce que c'est quand même assez intéressant. La sélection de Dragonfly, c'est dans un programme New Frontier de la NASA. C'est le New Frontier, le 4e New Frontier. Ce sont des programmes à moyen budget de la NASA qui sont à 850 millions de dollars. Et c'est des programmes qui sont ouverts où n'importe qui peut proposer une mission pour moins de 850 millions de dollars. Et donc, il y en a eu 12 de proposer une mission dans cet appel d'offres. Et Dragonfly a été sélectionné en juin 2019, en sachant que les discussions et le début des préparations de cette mission ont commencé dès 2016-2017. On ne prépare pas au moment de l'appel d'offres et au moment de la sélection. La participation actée du CNES, donc de la France à Dragonfly, a été faite en janvier 2022, en sachant ça faisait déjà plusieurs années qu'on contribuait sans officialisation du CNES. Donc on l'attendait vraiment avec intérêt, autant de notre côté que du côté américain, pour s'assurer qu'on fournirait une partie de l'instrument aux Américains. Le lancement initialement était prévu pour 2025, a été reporté à 2026 au niveau de la sélection, puis en 2027 à cause du Covid. Et donc maintenant, on a un lancement qui est prévu pour juin 2027 et une arrivée début 2034 sur les zones de Shangri-La, au niveau de l'équateur, comme je disais,
des sables organiques. On aura une mission totale qui s'étendra sur des centaines de kilomètres, puisqu'on aura une dizaine de kilomètres à chaque site, entre chaque site, et à peu près 25 sites d'exploration. Donc, on aura du 250 km de distance entre le début et la fin de notre mission, sachant que ça sera dépendant de la science et des résultats. Donc, on pourra passer plus de temps dans certaines zones, moins dans d'autres, etc. Atterrissage en 2034, et à partir de 2034, on a 3,3 années de financement pour l'exploration. On pourra demander des extensions a posteriori si tout fonctionne bien, mais nominalement, 3,3 ans d'exploration pour explorer 25 sites qui vont être très différents et qui vont être mais on explorera des cratères d'impact, notamment celle qui est proche vers lequel on va atterrir, les dunes et les interdunes qui sont notre zone d'atterrissage au niveau de Shangri-La, des cryovolcans potentiels. Ça n'a pas été confirmé sur Titan qu'il y a des cryovolcans. Ce sont des volcans qui vont émettre de la glace et pas de la lave. Et donc, ce sont des zones très intéressantes parce que c'est l'intérieur de Titan qui se répand à l'extérieur. Et l'atmosphère. Donc ici sur l'image, on a les lacs d'hydrocarbures. Les lacs d'hydrocarbures se retrouvent près du pôle Nord et on ne va pas aller près du pôle Nord. Donc on n'ira pas explorer les lacs d'hydrocarbures, même s'ils ont des grands intérêts. Mais de toute façon, on se retrouverait, puisqu'on est en hiver nord sur Titan quand on atterrit, on sera pas, la Terre ne sera pas visible depuis les lacs d'hydrocarbures du pôle Nord, et donc on ne pourrait pas communiquer avec la Terre. De toute façon, c'est beaucoup trop loin et c'est pas dans l'ambition de la mission. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que vous allez aller au lac du pôle Nord? Bah non. Et donc Dragonfly est constitué de 4 instruments qui sont répartis là par couleur, comment ils sont exposés un petit peu tout au niveau du drone. On a DragonCam qui est toute une série de caméras panoramiques, close-up imager et caméras de navigation, etc. Dragon, donc Dragons en anglais, qui est un gamma-ray, un spectromètre gamma-ray neutron, donc avec un générateur à neutrons, qui va mesurer la composition élémentaire de surface. Et les deux gros instruments, c'est Dragmet, qui est une station météorologique et géophysique très complexe et complète, qui va regarder les variations de pression, de température, de vent, d'humidité, qui a un capteur sismique, qui va regarder vraiment plein de choses géophysiques et météorologiques. Et celui sur lequel moi je suis impliquée, c'est DARAMS, qui est le spectromètre de masse couplé à 2 techniques séparatives, et donc sur lequel la France va participer à donner la technique séparative de chromatographie, pour ceux qui connaissent, pour regarder les molécules organiques et les analyser dans toute la gamme des petites eaux plus complexes et rechercher des éventuelles traces de biosignatures. Ouais, question? Il n'y a pas un micro comme il y a eu? Il y a un micro dans Dragmet. Dragmet comprend un micro. Et donc l'IRAP, qui est le fournisseur du micro sur Supercam sur Mars, est impliqué dans le micro de Dragmet. Et donc le responsable de Dragmet, c'est Ralph Lawrence, il est fort. Donc qui est le mari d'ailleurs de la PI de Dragonfly, Elizabeth Turtle, c'est familial. Et donc la PI de Drax, c'est Melissa Trainer, qui nous a rendu visite cette semaine et qui est actuellement dans l'avion pour retourner aux États-Unis. Et donc, je vais passer assez vite sur ces cadres-là pour aller sur la contribution française, parce que je trouve que c'est intéressant de parler un peu technique et parler France dans l'exploration spatiale. Je pense qu'Athéna a peut-être insisté sur ce point, mais la France est le 2e contributeur au spatial après la NASA, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Donc, je vais vous montrer ça plutôt que de parler des instruments dans le détail. La France ou l'ESA? La France. Ouais. Via le CNES. Ouais, via le CNES et via l'ESA également. Donc DragonCam, série de caméras, vous voyez différentes choses, close-up, navigation, tout ça. Dragon, c'est celui que je connais le moins, mais qui va regarder s'il y a des couches en sous-surface d'ammoniac, d'eau, l'humidité du sol, etc. Dragmet, où on a une contributrice
française de mon laboratoire aussi, Alice Legal, qui participe à cet instrument. C'est une série de 12 capteurs, hein, donc c'est vraiment très complexe et très complet. Station qui va mesurer un petit peu tous les paramètres que je vous ai donnés tout à l'heure et qui va essayer aussi de comprendre la profondeur de l'océan liquide par quelque chose qu'on appelle les résonances de Schumann. Ce sont des ondes de très basse fréquence qui peuvent, c'est une grande question sur Titan, est-ce qu'il y a des ondes de Schumann ou pas, et c'est des ondes, ça montre la présence de l'océan d'eau liquide et ça contraint l'épaisseur de la couche de glace. Et ça va permettre aussi, Dragmet, de savoir si on peut redécoller pour partir à un autre site en vérifiant que il n'y a pas trop de vent, qu'il pleut pas, etc. Donc ça a plusieurs intérêts, à la fois science et à la fois opération. En sachant que le vol, c'est uniquement pour se déplacer d'un endroit à l'autre. On ne fait pas de science pendant le vol, ou alors très 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 peu. La science, elle se fait au sol, et le vol, c'est uniquement un moyen de déplacement. Et donc, Drams, les analyses chimiques, pareil, je ne vais pas beaucoup rentrer dans le détail. Vous voyez qu'on peut voir toute une gamme de molécules, depuis les plus simples jusqu'aux plus complexes, avec les 3 techniques qui sont utilisées dans Drams: la pyrolyse, la dérivatisation et la désorption laser, désorption et ionisation laser. Donc, pour les chimistes, on parlera. Pour les non-chimistes, non. Mais ça va permettre de caractériser la surface et comprendre la complexité de la composition organique de Titan, de la surface de Titan. Et donc, petite vidéo encore. C'est assez explicite et quand dans la NASA, on fait beaucoup. Pour montrer. Donc, des fois ça fonctionne, des fois non. Saturn's largest moon, Titan, has a thick atmosphere and a frozen surface rich in organic molecules. In 2034, a NASA mission called... Voilà, donc, hop, j'avance un petit peu. Ah non, il fallait pas que je fasse ça. Tant pis. Oui, je voudrais juste passer... On va juste regarder... Ok. Donc, on descend dans l'atmosphère. Et en fait, ce qui va être intéressant là sur cette vidéo, c'est la partie récupération de l'échantillon par un forage. Donc là, le forage sur cette vidéo, il était encore fait lorsque les foreurs étaient sur les patins d'atterrissage de l'orage. Maintenant, il est sur le corps du rover, mais ça change pas beaucoup. Et donc, bon, ça c'est toute la partie que je voulais passer. Avec les premières analyses par Dragon, par Dragmet, justement, pour regarder les différentes couches, comprendre si le site est intéressant pour aller plus loin. Et donc voilà, on a un forage, c'est un forage cryogénique, et qui va être un petit peu comme un aspirateur. Vous voyez, c'est un petit peu comme un aspirateur où on a tout le circuit de l'aspirateur. Et finalement, notre échantillon, il va être pris dans le sac poubelle de l'aspirateur, qui sera nos capsules, qui vont récolter l'échantillon. Ça se bouge pas, l'aspirateur? Mais justement, non. C'est fait pour, et c'est pour que ça ne se bouge pas que ce système est utilisé. Et donc, il va y avoir des capsules qui vont être remplies, et là, c'est le mode laser qui va taper dans l'échantillon. En tapant dans l'échantillon, ça va descendre les molécules qui vont partir sur un système sous vide dans le spectromasse qui va peser les molécules et qui va donner des spectres qui va nous permettre d'avoir une distribution moléculaire. Et l'autre type d'analyse, sur lequel on a la contribution technique, on va chauffer l'échantillon, donc dans des capsules qui vont être remplies, on va chauffer l'échantillon jusqu'à 650 degrés. En chauffant, on va évaporer ce qui se trouve à l'intérieur de l'échantillon et on va le séparer dans des colonnes chromatographiques, qui est la partie qu'on fournit, et puis on va pouvoir les peser, toujours dans le spectromètre de masse, pour pouvoir faire l'analyse. Et donc voilà, je finis sur la contribution française. Là, c'est l'instrument Drams, voilà, c'est complexe. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a une zone froide, donc je vous dis là, on est à l'extérieur, on est à Titan, il fait moins 180 degrés. Là, on est à l'intérieur de notre zone avec la boîte électronique, donc là, c'est à moins 180 degrés, ça ne fonctionnerait pas. Donc là, on est entre moins 20 et plus 40 degrés, grosso modo. Et donc, on a un petit mur qui sépare ici la zone froide de la zone chaude, que la NASA a modestement appelé le Wonder Wall, puisqu'on sépare quand même. Alors, il faut reconnaître que la technologie est quand même exceptionnelle.
D'un côté, on est à moins 180 degrés, de l'autre côté, on peut être à plus 40, et on a un mur qui a des passages de câbles et des passages de tubes, et qui va quand même permettre de garder ce gradient de température entre les deux. Donc, donc le Wonderwall, finalement, porte bien son nom. Et la contribution française, c'est cette partie-là, donc qui est en zoom ici, avec les colonnes chromatographiques qui vont permettre de séparer les molécules qui sont émises du sol avant de les envoyer dans la partie américaine, donc vu de l'autre côté. Et on parlait de l'héritage dans le spatial, et bien on a un gros héritage dans nos laboratoires français sur cette partie de la chromatographie en phase gazeuse, donc ce qui est écrit GC un petit peu partout, avec les expériences SAM, Sample Analysis at Mars sur Curiosity, qui est sur Mars depuis 10 ans et qui est toujours en fonction, et MoMA, le Mars Organic Molecular Analyzer, qui est sur ExoMars, qui devrait partir en 2028 ou 2030. Donc c'est pas stoppé, hein, comme j'ai pu entendre tout à l'heure. ExoMars est reporté avec un arrêt de la contribution russe, mais ExoMars, le programme est en cours et on travaille encore beaucoup dessus, notamment dans nos laboratoires en France. Donc beaucoup d'héritage, mais qu'il faut extrapoler à Titan, parce que de passer de Mars à Titan, on va beaucoup changer des paramètres, et notamment au niveau thermique, comme vous pouvez le voir. L'autre contribution française, donc ce sont les réservoirs d'hélium, il y en a 2, et pareil, hein, avec un héritage de MoMA. Et l'autre partie de contribution française sont des petites capsules qui sont remplies de réactifs chimiques et qui vont être intégrées dans les fameuses cups qu'on voyait dans la vidéo se lever pour récolter l'échantillon, pour faire de la chimie à la surprise. L'organigramme au niveau français, hein, pour vous montrer que c'est pas 2 personnes qui travaillent dessus, c'est un consortium de 4 laboratoires pilotés par mon laboratoire, le Lacos. Je suis personnellement la responsable scientifique de toute cette fourniture française, encore une femme. Il y a pas mal de filles. Il y a pas mal de filles, effectivement. La chef de projet est une femme, Charlotte Corbel. L'ingénieur système est un homme, Olivier Humeau. Et donc, je vous disais que l'équipe américaine nous a rendu visite. Donc ça, c'est une photo qui date de cette semaine. Je vous montre celle du haut. C'est une photo qui date de cette semaine, où Melissa Trainer, que vous voyez ici, qui est la responsable de tout DRAMS, l'instrument, et 7 Américains sont venus nous rendre visite pour parler collaboration, pour faire avancer les choses en face-to-face, ce qui est quand même beaucoup mieux que la visio. Donc voilà, une belle équipe avec des Américains et des Français. Et bien sûr, contribution du CNES, hein, non seulement financière, mais aussi qui nous aide beaucoup au niveau technique et qui nous aide au niveau des relations avec les industriels également. Ça peut être difficile quand on est des labos publics, on n'a pas du tout la même vision des choses que les industriels. Ouais. Là, on a toute l'équipe. Non, c'est juste c'est ceux qui étaient présents au social dinner du mercredi soir. En gros, un projet comme ça inclut combien de personnes au total? En France, et partout et aux US. En France, on est à peu près 35 personnes de différents corps de métier. Au niveau le projet comme ça, si on compte les si on compte tout le monde, on doit être proche du millier de personnes. C'est voire des milliers de personnes, parce que c'est en fait on peut pas compter, ça implique trop de monde, parce que même nous là c'est la contribution française, mais ça n'inclut pas les industriels, les partenaires avec qui on travaille. Là c'est uniquement au niveau des laboratoires, les 4 laboratoires et du CNES. Donc c'est assez énorme. Et donc voilà, je vais terminer là-dessus avec juste quelques petites photos des activités du moment, des champs qui représentent Titan, bon voilà, ce qu'on fait ça c'est au Latmos, des chambres également qui représentent Titan pour faire des tests, les plaques microfluidiques avec les différents trajets que nos molécules vont prendre, ça sera fermé, etc. Et donc ma dernière slide, c'est pour montrer l'évolution entre une fois par an on fait un Science Team Meeting. Donc là c'est l'équipe scientifique de Dragonfly. Donc c'est une partie c'est des sciences. Et donc on se regroupe une fois par an sur les scientifiques. Donc c'était en présentiel en 2019, complètement virtuel en 2020 et hybride en 2022. Donc c'est très en 2021. Et donc un petit message d'espoir, c'est la contribution féminine
sur l'émission au fur et à mesure du temps. Donc on voit sur l'émission des années 70-80, on était entre 0 et 5% de femmes qui contribuaient sur l'émission. Dragonfly, c'est un super exemple quand même où on est quasiment à 50% de femmes sur la contribution et on voit bien quand même l'évolution de la contribution féminine sur les différentes missions au fur et à mesure du temps. Donc c'est vraiment moi je fais partie au niveau du CNRS je fais partie de Femmes et Sciences et au CNRS on a monté un consortium qui s'appelle la Science 6L, donc de ZES. Et donc je promeux particulièrement les sciences et les métiers scientifiques et de l'ingénierie auprès des jeunes filles et auprès des jeunes en général, comme ça a déjà été dit tout à l'heure. Et je vous remercie. Et j'étais un peu longue. Bravo. Il y a des questions Alors moi oui. Profite. Il y a un réacteur nucléaire. Il y a un réacteur nucléaire dans l'espace, c'est pas un peu interdit, ça? Pas du tout. Pas du tout. Donc il y a des régulations, bien entendu. Ouais. Au cas où il y a un crash sur Terre au moment du décollage. Au cas où il y a un crash au moment des flybys, qui sont à faire différentes assistances gravitationnelles. Bon là en l'occurrence on est liés. Et on vient d'être approuvé par la Haute Autorité nucléaire des États-Unis pour ce réacteur nucléaire. Donc il y a des régulations, mais c'est pas du tout interdit. Sur Mars, persévérant sur les outils, c'est du réacteur nucléaire. Dès qu'on est dans le système solaire externe, on est obligé d'avoir du nucléaire, il n'y a plus assez d'énergie solaire. D'autres questions? Une question pertinente. Sur le Titan, d'un point de vue de radiation, l'atmosphère est suffisamment épaisse et dense ou il y a un blindage particulier pour les composants? Ouais, bonne question. Donc, l'environnement de Saturne n'est pas très radiatif. Donc, plus que Mars, mais pas énormément. Donc, Titan fait partie de cet environnement de Saturne qui nécessite pas de blindage particulier. Juste le blindage naturel, finalement, du drone suffit à résister des radiations. Les gros problèmes de radiation, c'est au niveau de Jupiter et des satellites de Jupiter. Où là, il faut des blindages particuliers. Il y a d'autres questions? Vous expliquez comment, donc, cette évolution exponentielle? Je pense qu'on peut tous se l'expliquer, hein, finalement, c'est générationnel. Moi, je suis d'une génération où, personnellement, j'ai jamais eu de contraintes en tant que femme pour faire ce que je voulais faire. Quand je discute dans mon laboratoire avec les émérites ou avec les femmes plus proches de la retraite, elles disent clairement qu'elles ont bataillé en tant que femmes pour être là où j'étais aujourd'hui. Moi, avec la même position qu'elles, une génération plus tard, il y a beaucoup moins de soucis. Il y a moins d'autocensure, il y a plus de femmes dans les STEM, les sciences technologiques, sciences technologiques, engineering, mathématiques, dans les orientations scientifiques. Il y a plus d'ouverture par tout le monde, par les entreprises, par c'est ça. C'est ça. Et comme on l'entendait dans le reportage précédent, il y a aussi plus de modèles femmes aujourd'hui. Chacun, là c'était sûr que l'ESA, dans la sélection des astronautes, c'était presque une obligation de faire une sélection 50-50 entre les hommes et les femmes. Au CNRS, il y a un biais positif pour les femmes. Faut surfer sur la vague. Moi, j'avoue que j'en profite. À dossier égal, une femme aujourd'hui sera prioritaire par rapport à un homme. Et après, c'est injuste. Complètement. Parce que les jeunes femmes vont sortir plus à l'aise aussi. Exactement. Mais nous, au niveau des pilotes, c'est beaucoup plus lent. Oui. Ouais. Oui. On voit que c'est lent aussi. Un Dragonfly, c'est même presque un hasard que tous les PI de chacun des instruments sous-systèmes soient des femmes.
Et ça a été souligné par la NASA. Alors, c'est pas pour ça que ça a été sélectionné. Oui, le but, c'est de prendre les meilleurs des hommes et des femmes. C'est ça. Alors qu'avant, c'était, c'est vrai que c'était plus prendre un homme plus qu'une femme, même si la femme est plus qualifiée. Parce que c'était un homme qui avait plus de crédibilité. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est la qualification qui compte et c'est pas le fait d'être un homme ou une femme. Non, allez-y, continuez. Hein. C'est à nous de participer en ce genre de conférence vraiment, je pense que le point principal, c'est de limiter l'autocensure. On est tous conditionnés sans s'en rendre compte. C'est ça. Puisque voilà, il n'y a que 2% des noms de femmes qui sont des noms de femmes. Et inconsciemment, il y avait oui, des a priori. Même dans le spatial, hein, des noms de cratères, des noms de, c'est souvent des noms d'hommes. Alors là, je proteste. Maintenant, on a des tempêtes avec des noms d'hommes. On a eu Gérard. Mais c'est assez récent. Oui. Gérard. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail. Ça, il faut le reconnaître. Merci. Dans la formation, c'était si la lutte contre les biomarkers qui sont faits cliniquement, S'il y a des résultats, des biomarqueurs. Oui, des biomarqueurs. Qui sont faits cliniquement pour la vie sur le temps. Ouais. Donc la prochaine étape est de Alors, donc, la prochaine étape, finalement, si on trouve des biomarqueurs, on a plusieurs expériences sur Dragonfly, et si on trouve des choses qui sont vraiment prometteurs, on pourra utiliser les autres types d'expériences. On peut s'adapter. La façon dont on travaille, c'est ce qu'on appelle discovery driven, c'est-à-dire qu'en fonction des résultats qu'on obtient, on va adapter la suite des expériences. Donc, si on trouve des choses, biomarqueurs, qui sont assez ambigus, on peut se dire que ça peut provenir de la vie, ça, et ben on va un petit peu orienter notre mission à confirmer ces biomarqueurs, à regarder si c'est le problème de la vie ou pas, parce que là, c'est quand même sur Dragonfly. Par contre, si tu veux parler de la suite en fonction de futures missions, tout ça, alors c'est sûr que si on trouve des choses un peu ambiguës, qui se rapprochent de la vie, sans pouvoir le confirmer, il y aura des budgets qui seront mis pour aller sur Titan pour rechercher spécifiquement la vie avec des expériences de biologie. C'est clair. Ça se fait pas en quelques années, ça se fait sur des dizaines d'années. D'ailleurs, autant au niveau de l'Europe qu'au niveau des États-Unis, on a ce qu'on appelle des decadal surveys, donc c'est des prospectives à l'échelle de 10 ans en général pour prévoir les 10 prochaines années. Et donc, si on trouve avec Dragonfly, donc en 2034, on a l'héritage des biomarqueurs, sur les decadal surveys suivants, donc de 2040 à 2050, il y aura plein de missions pour le. Donc c'est du long terme, mais ouais, c'est comme ça. Très bien. Il y a une question de... Merci beaucoup Caroline, qui s'est libérée au dernier moment. Je dirais, tu as profité. Ouais. Je crois que tu pilotes le robot sur Mars aussi. Ouais, Curiosity. Tu veux nous en parler d'une 30 secondes Bah peut-être parce que ça se passe juste à côté. Et donc moi je suis de la région parisienne, mais on travaille avec l'équipe, la même équipe française une bonne partie de l'équipe française, en tout cas tous les scientifiques de l'équipe française de Dragonfly. Travaille également sur l'instrument SAM, le Sample Analysis and Map de Curiosity, sur lequel on a cet héritage justement. Et donc, puisqu'on travaille sur cet instrument, une semaine par mois, c'est nous qui pilotons notre instrument depuis le Foxy. Donc j'ai vu que dans le reportage précédent, elle avait un t-shirt Foxy. Et donc le Foxy, c'est la salle de contrôle des instruments, et notamment des instruments martiens qui se trouvent le juste au bout de la rue au CNES. Et donc, la semaine prochaine, c'est notre semaine d'opération SAM. Et donc, lundi, je fais les opérations SAM. C'est pour ça que je suis descendue un jour plus tôt à Toulouse. Merci beaucoup, Caroline. Je pense que tu peux prendre le diplôme de la pilotesse. Ah, super, voilà. merci. Et une petite poupée que tu retires ici auprès de Maëlys. Voilà. On vous remercie beaucoup pour toutes ces présentations. Ce n'est plus fini.
Bon, rassurez-vous, il y a un pot juste derrière. On peut mettre à contribution, c'est-à-dire après tout le cours, toute votre préparation, et là, il y a un QCR. D'accord? Donc, c'est un petit quiz que vous a préparé Maïli. Il faut simplement scanner le QR code et puis le réaliser. Vous avez 20 minutes pour le faire, mais ça prend pas du tout 20 minutes pour le faire. Et à chaque fois, vous avez la solution de la réponse ainsi qu'une petite explication qui va avec. Et dès que vous avez fini, je vous invite à vous décaler vers l'espace détente et l'espace pour vous retrouver une dernière fois avec nous. Merci à vous. Alors, l'enjeu, c'est quand même une superbe petite coupée, mais si quand même, ça laisse un triste. Pour terminer, je voudrais quand même remercier nos sponsors, c'est-à-dire nous-mêmes, essentiellement l'association des fans pilotes qui nous accueille avec qui on collabore, et Paris Flight Academy, qui est notre sponsor payant, c'est une école de pilotage à Saint-Cyr-l'École, donc que vous soyez spationaute ou pilote, vous pouvez venir en région parisienne, à Logne où Christine enseigne, ou à Saint-Cyr, il y a 10 aéroclubs qui sont très sympathiques et qui n'attendent que vous pour faire des bonnes initiations ou des formations beaucoup plus élaborées, jusqu'à des formations IFR. Donc merci Paris Flight Academy, l'Aéroclub André Tesson, Tissandier, le SGAC, il y en a beaucoup d'autres. Merci beaucoup, je vous laisse faire le quiz, on vous laisse 3-4 minutes, et puis après on termine par un pot et une vidéo. Et je vous laisse faire le quiz. Jusqu'à 15 pour le quiz.